Vous êtes bien dans BFM Politique, notre invité Xavier Bertrand. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous à mes côtés pour vous interroger ce matin. Amandine Atalaya, Bonjour. éditorialiste Bonjour. politique BFM TV, et Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Bonjour à vous. Dimanche. Bonjour. La Tribune Dimanche qui est notre partenaire pour cette émission. Alors on va bien sûr venir dans un instant à la question des élections municipales et cette proposition en quelque sorte de liste potentielle d'union au second tour au cas par cas de Jordan Bardella. Mais d'abord évidemment l'actualité qui a marqué ces dernières heures. Jack Lang, l'ancien ministre, qui a donc annoncé sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe après la révélation de ses liens avec Jeffrey Epstein. Jack Lang qui apparaît à près de 700 reprises dans les millions de documents liés à cette affaire. Alors, on le disait, en l'état, rien de répréhensible. Il n'est en rien relié en l'état au terrible crime de ce pédocriminel, mais se pose la question des liens d'intérêt. Son avocat précise néanmoins, l'avocat de Jack Lang, que cette démission n'est en rien un aveu de culpabilité. Ici même, sur ce plateau, il y a quelques jours, l'ancien ministre socialiste disait « Je suis blanc comme neige, je n'ai jamais eu connaissance de son passé judiciaire ». Est-ce que vous croyez Jack Lang ? Écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il dit. Une chose est certaine, il devait partir, il devait quitter l'Institut du monde arabe. Parce que la démission, c'est la façon de protéger l'institution. Voilà, il l'a fait. Nous avons eu également des échanges dans ma région des Hauts-de-France avec sa fille, Caroline Lang, qui était membre du conseil d'administration de Sérimania, avec Laurence Herzberg, la directrice générale, Anne Bouvreau, la présidente. Nous estimions qu'il n'était pas possible qu'elle y reste. Il y avait aussi Pictanovo. Pictanovo, c'est le bras armé du conseil régional des Hauts-de-France sur tout ce qui est aide à la production cinéma audiovisuel. Nous lui avons demandé de quitter ses fonctions, ce qu'elle a fait elle-même la semaine dernière. Et c'est une façon, encore une fois, de protéger les institutions. Quand vous entendez Jack Lang, que vous inspirent ses propos quand il dit « Je suis blanc comme neige ». Je viens de vous le dire. Je n'ai pas l'intention de rentrer, c'est à lui de s'expliquer et de s'expliquer devant la justice parce que le parquet national financier s'est saisi, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que dans cette affaire Epstein, je trouve qu'on ne parle plus assez des victimes. Ces jeunes filles qui sont devenues ces esclaves sexuels, tout ce qu'il a pu réaliser est profondément abject, mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier tout cela. Vous soutenez la demande de l'ONG Innocence en danger, qui était à l'origine du premier signalement en France, justement, sur de possibles victimes du prédateur Epstein, et qui demande aujourd'hui la réouverture de l'enquête, si tant est que ce soit possible pour les faits qui ne soient pas prescrits, mais elle demande officiellement la réouverture de l'enquête. Vous soutenez cette demande ? Si c'est possible, c'est souhaitable. Maintenant, c'est la justice de saisir. Elle le fait via le PNF. Mais à chaque fois que c'est possible, je pense qu'il faut être capable de le faire, notamment par rapport à toutes ces victimes. Amandine. Est-ce que Jack Lang a bénéficié d'une forme de complaisance ces années passées, comme l'avance aujourd'hui, par exemple, le Rassemblement national? Il a en tout cas été reconduit il y a 2 ans à la tête de l'Institut du monde arabe par Emmanuel Macron. Complaisance à un moment donné Vous ou pas voyez, de certains? vous venez de le dire, le Rassemblement national, je les laisse faire de la politique. Aujourd'hui, la priorité, le respect des victimes et de pouvoir aller jusqu'au bout de la défense de leurs droits. Et la deuxième chose, il a démissionné, dont acte c'était indispensable. Est-ce que la France Insoumise a déposé une demande d'ouverture de commission d'enquête parlementaire pour faire transparence, pour essayer de savoir ce qui s'est passé autour de ces années Epstein, notamment à Paris, en France. Est-ce que vous soutenez la demande de LFI? Je viens de vous répondre par avance. La justice et les commissions parlementaires ne peuvent pas se saisir de faits qui sont effectivement poursuivis par la justice. Xavier Bertrand, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime ce matin dans la presse quotidienne régionale. Il confirme un ajustement gouvernemental, on ne parle plus de remaniement, le terme semble écarté, un ajustement gouvernemental, dit-il, d'ici le 22 février pour remplacer les candidats aux élections municipales et notamment Rachida Dati qui va quitter le ministère de la Culture. Il assure, je cite, que 2026 sera une année utile. Il annonce 2 décrets, notamment pour réformer l'aide médicale d'État. Entrouvre la porte à une révision, comme on dit, du panier de soins, même si c'est pas très précis là-dessus, affirme que d'ici quelques jours, la programmation pluriannuelle sur l'énergie, eh bien, ce sera pris par décret. Il dit d'ailleurs que l'électricité, si vous chauffez à l'électricité, l'électricité n'augmentera pas. Est-ce que tout ce qu'il annonce, ça va dans le bon sens à vos yeux ? Immigration, énergie, armée, ce que vous venez d'indiquer, c'est bien ça, les 3 priorités. Je ne sais pas, il y a 34 ministres. Donc un chef de gouvernement et un gouvernement, ça doit agir sur tous les dossiers, sur tous les fronts. Et la sécurité, ce n'est pas prioritaire. Pour les Français, pour moi, ça l'est.
La santé, ça l'est également. L'école, il n'y a pas des choses à faire, hein. Et le fait aussi de commencer à se sortir de ce blocage français qui fait que tout est décidé, et bien souvent mal décidé à Paris. On s'y attaque quand ? Il assure que ça va à la différence d'autres candidats à l'élection présidentielle qui vous disent « ça va mal, hein ». Bon, moi, j'ai des solutions, mais vous attendrez 2027 pour connaître mes solutions. Moi, je mets des solutions sur la table aujourd'hui. Alors, qu'est-ce C'est qu'il faut un faire ? Premier ministre issu de la droite, vous êtes assez critique, c'est-à-dire il n'est pas courageux, Sébastien Lecornu ? Attendez, je Il vais met vous... pas assez de Attendez, cœur ? on a 1 heure, là, je crois, à peu près. Oui. Voilà, donc on a tout le temps. On a tout le temps. La santé. Vous avez aujourd'hui 6 millions de Français qui n'ont pas déclaré de médecin traitant, qui sont pénalisés pour cela. 1 demi-million de Français en affection de longue durée, parmi les personnes qui sont les plus souffrantes, n'ont toujours pas de médecin traitant. Ça, de changer ces règles pour que autant de Français ne soient plus privés de médecins traitants, ça ne demande pas de budget, ça ne demande pas de loi. Alors on s'y met maintenant. L'école. Le drame aujourd'hui des profs non remplacés. Des profs non remplacés. C'est pas une question de budget, c'est pas une question de loi, c'est un sujet prioritaire. Prioritaire pour le niveau de nos élèves, prioritaire par rapport aux angoisses des parents. Un autre sujet qui concerne l'école, Parcoursup. Parcoursup, c'est le drame parce que beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment qu'on remet l'avenir de nos enfants dans les mains des algorithmes. C'est pas tout à fait la vérité, mais il y a un besoin de mieux expliquer les choses, de prendre en compte les angoisses des familles. Ça ne demande pas de budget, ça ne demande pas de loi. Qu'est-ce que l'on attend ? Ça fonctionne si mal, Parcoursup, 980 000 jeunes chaque année qui s'inscrivent. Et finalement, à l'usage, quand on se penche un peu sur le dossier, par rapport à ce qui se faisait avant, ça fonctionne pas si mal. Ouais, et on peut pas l'améliorer ? Bien sûr que si. Parce qu'encore une fois, je suis désolé, j'ai beau être âgé, j'ai encore des enfants qui étaient dans la logique de Parcoursup. Ceux qui disent qu'on supprime l'an dernier, ça marche pas. Mais il n'y a pas assez d'accompagnement. Il n'y a pas assez d'accompagnement des familles. Il n'y a pas assez de formation. Il y a des endroits où ça se passe bien, mais un système républicain, Bruno, je dis, ça doit se passer bien partout. Quand on voit les dans propositions tous les que vous mettez établissements. sur la table, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à vos yeux, la feuille de route du Premier ministre, elle est insuffisante ? Elle est pas assez large, je vous l'ai dit. Il y a 34 ministres. Il n'y a pas 3 ministres. En plus, nous avons voté, nous avons maintenant un budget qui est un budget raté. Ne nous racontons pas d'histoire, il est raté, mais il valait mieux un budget raté que pas de budget du tout. Raté parce que l'influence du groupe socialiste a été déterminante, alors qu'il y a quand même dans la majorité d'autres formations politiques. C'est un budget socialiste ? Budget raté. Vous l'auriez voté quand même ? Pardon ? Vous l'auriez voté quand même ? La politique du pire, c'est pas mon registre. Très Donc clairement. vous auriez voté non ? Oui, mais attendez, j'aurais été parlementaire, je l'ai dit, je l'aurais voté parce que on doit éviter une crise politique en plus de celle que nous connaissons, mais de notre côté, il y avait une autre façon de faire. L'autre façon de faire, c'est ce que vous faites dans votre ménage, ce que vous faites dans une entreprise, quand vous avez trop de dépenses, vous réduisez vos dépenses. Or, clairement, aujourd'hui, ce choix-là n'a pas été fait par le gouvernement. Et ce que je vous dis, par exemple, c'est ce que nous faisons, nous, dans l'ensemble des collectivités. Une mairie jusqu'à une région, vous avez la nécessité de baisser les dépenses. Donc, ce que je vous dis, c'est que ce budget a beau être raté, vous avez absolument besoin aujourd'hui, notamment, d'aider les entreprises de façon à éviter que nous ayons un décrochage économique et que nous ayons une remontée, voire une explosion du chômage. Les entreprises ont fait veut dire, je Xavier finis Bertrand. juste sur ce point, ce qui veut dire, par exemple, aider les entreprises à se développer quand elles ont des projets et à s'implanter. Ce que je viens de vous dire à l'instant, ça ne coûte rien, c'est pas une loi, c'est par décret que l'on peut simplifier la vie des entreprises sans attendre 2027. En 2027, il y a d'autres propositions, Xavier mais je Bertrand. vous en fais aujourd'hui. Deux choses. Parmi les priorités du Premier ministre, on a vu celles qui ont été avancées, vous en avez avancé d'autres. Il y en a une, c'est l'emploi qui semble se dégrader à nouveau, en tous les cas sur la fin de l'année 2025. On verra ce qu'il y en a au début de 2026. Est-ce que le Premier ministre n'a pas écarté trop rapidement la proposition du MEDEF sur l'emploi des jeunes ? Vous la détaillez pour ceux qui nous regardent, cette proposition du MEDEF ? Je sais, vous allez nous dire que c'est une sorte de CPE ou de... C'était un CDI qui permettait une rupture sans motif durant les premières années de ce contrat, avec une indemnisation qui augmentait au fur et à mesure du temps passé dans l'entreprise. Mais le pire, c'est quoi ? C'est qu'on pourrait licencier ces jeunes sans aucun motif. Alors moi, je vous le dis, avec moi, pas question. Ces jeunes ont des difficultés d'insertion. On sait tous, aujourd'hui, qu'ils sont le cœur des priorités. Mais de dire à un jeune, parce que toi, tu as eu un parcours chaotique,
toi, on va pouvoir te licencier sans aucun motif, c'est inacceptable. Et je le dis, que ce soit pour cette année 2026 et après 2027, si les Français me font confiance, il n'est pas question d'avoir un contrat où on peut licencier les jeunes sans aucun motif. C'est pas pensable. Ce sont pas des sous-salariés. Donc, je sais bien ce que cherche à faire le MEDEF, c'est aussi à provoquer en disant il y a un problème que personne ne regarde. Bon. Mais en attendant, cette solution-là, pour moi, il n'en est absolument pas question. Il y a quand même un problème pour l'emploi des jeunes en France qui est très important, et notamment dans les quartiers populaires, où c'est vrai que le niveau de chômage est très élevé. Oui, mais il y a une solution à ça qui marchait très bien, l'apprentissage. L'apprentissage, je vois dans ma région, je crois qu'à l'époque, j'étais le seul président de région à soutenir la réforme qui avait été mise en œuvre par Muriel Pénicaud. On est passé d'à peu près 33 000 jeunes en apprentissage dans ma région sur toutes ces années à 80 000. Sauf que depuis l'an dernier, on est revenu sur un certain nombre d'avantages liés à l'apprentissage. On a quand même le chic dans ce pays pour casser ce qui marche bien. Et encore une fois, pourquoi ? Pour des questions d'économie budgétaire. Donc, encore une fois, sur ces sujets-là, je crois qu'il faut continuer à remettre en avant l'apprentissage, qui est la bonne solution, parce qu'un jeune qui apprend un métier et à l'école, en école d'apprentissage, et dans une entreprise, il a 2 fois plus de chances de trouver. Et puis, il y a aussi autre chose qui est important, Bruno, je dis. C'est un peu le mariage des générations, la transmission. La fierté qu'il y a chez des maîtres d'apprentissage qui apprennent leur métier avant de partir, avant de quitter, avant de partir en retraite, à des jeunes. Ça marche bien et il faut absolument remettre ça. Xavier Bertrand. Mais en tout cas, des jeunes considérés comme des sous-salariés et des jeunes qu'on peut sortir sans motif, alors pas avec moi. Xavier Bertrand, budget raté, une feuille de route qui est incomplète. Je reprends la question d'Amandine il y a quelques secondes. Finalement, Sébastien Lecornu, Premier ministre, est-il à vos yeux un Premier ministre courageux ou un Premier ministre faible ? Non mais attendez, je suis pas là. Et c'est votre boulot ça, de filer des adjectifs. Moi je vais vous dire une chose, je veux que mon pays avance. Mais vous le qualifiez comment ? Mais je n'ai pas le qualifié, je ne suis pas journaliste. Vous pouvez faire un bilan. Je ne suis pas commentateur. Je vous explique. Faire un bilan de ces premières semaines et de ces premiers mois à Matignon. C'est votre boulot. Vous voulez que j'aille m'asseoir là-bas et que quelqu'un vienne s'asseoir là-bas ? Réussi ou loupé ? Je vous l'ai dit, ce budget, il est raté. Maintenant, on va jusqu'au bout. Moi, je suis un acteur politique qui souhaite me présenter à cette élection présidentielle pour apporter des solutions. Alors, ça fait juste, je vous interromps une seconde, parce qu'on va y revenir après, Xavier Bertrand, mais ça fait juste plusieurs reprises que vous dites je vais m'engager comme d'autres candidats à l'élection présidentielle. Donc, on va casser la glace tout de suite. Je brise la glace tout de suite. Comme les autres. Non, mais justement, les autres vous disent, avez souvent dit c'est difficile aujourd'hui. Vous attendrez 27. Moi, je aide aujourd'hui. Juste, on va le dire très clairement, et on va y revenir après sur ce que vous proposez. Vous avez souvent dit je me prépare. Là, vous vous préparez plus. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Attendez, et je suis pas venu ce matin pour faire une déclaration. Non, mais vous le dites à plusieurs reprises. Oui, je m'y prépare et je vous explique comment je vois les choses par rapport à tous ceux. Pourquoi pas dire franchement je suis candidat à l'élection présidentielle ? Monsieur Darret. On a du temps, on l'a dit tout à l'heure. Je veux juste pouvoir finir mes phrases de façon à pouvoir être compris par ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je vous explique comment je suis dans ce débat politique et pourquoi je viens ce matin, tout simplement pour dire il y a d'autres solutions, il y a d'autres choix. Et il y a une chose qui me déplaît aujourd'hui profondément. Et ça, bon, c'est aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a 34 ministres, il n'y en a pas 3-4 qui doivent être concernés, mais il faut aussi des ministres qui décident. Et des ministres qui, dans notre pays, ne se laissent plus mener par le bout du nez par certaines administrations. Ça, c'est insupportable. On a connu un bal des ministres depuis des années. Regardez le nombre de ministres de l'Éducation nationale, le nombre de ministres qui se sont succédés à la santé sur les 2 sujets, les 2 services publics les plus importants aux yeux de nos concitoyens avec la sécurité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? L'administration, la haute administration, c'est elle qui prend des décisions. Moi, je le vois sur des sujets, chez moi, des sujets importants d'infrastructure. Il y a des ministres, Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, Philippe Tabarot, ministre des Transports. Ils savent que, par exemple, un projet de grand canal Seine-Nord-Europe, c'est un projet à plusieurs milliards, c'est un chantier présidentiel, il faut qu'il voie le jour. Mais vous avez des directions, comme la direction du budget, qui leur dit on n'a pas les moyens. Dès que la ministre, elle, est occupée à 150% sur le dossier du budget, qui essaye sournoisement de changer les choses. Mais qui décide dans ce pays ? Moi, je fais de la politique, parce que j'estime que c'est le politique qui a la légitimité, qui doit faire valoir. Alors justement, la légitimité. Et pas les administrations. Et ça relève d'un système à bout de souffle, où on dit les politiques sont impuissants. Non, ils ne sont pas impuissants. C'est que parfois, ils sont peut-être fatigués, et quand ils sont motivés, comme c'est le cas de ceux que je viens de vous citer,
ils ne se font plus respecter, entendre. Légitimité par les services. électorale, vous en parliez. Avant la présidentielle, effectivement, il y aura les élections municipales. Hier, sur notre antenne, Jordan Bardella, à un peu plus d'un mois du premier tour, n'exclut pas, je cite, au cas par cas des listes d'union ou de rassemblement au second tour en cas de danger de voir l'extrême gauche l'emporter. C'est une sorte de main tendue, notamment vers la droite. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, pourquoi pas? Vous n'allez pas être surpris? Certainement pas. Certainement pas. Pourquoi? Parce que, en ce qui me concerne, et vous le savez, hein, en m'interrogeant, en m'invitant, je suis résolument opposé aux dirigeants du Rassemblement national comme aux dirigeants de la France insoumise. Je combats les dirigeants de ces deux extrêmes. Parce que leur enjeu aujourd'hui, eux, n'est pas de sortir le pays de l'ornière, c'est tout simplement de conquérir le pouvoir à tout prix, en profitant du désarroi économique, social, de l'inquiétude sécuritaire d'un grand nombre de nos concitoyens. Mais pour bien comprendre votre position, s'il y a un second tour des élections municipales, il y a une liste La France Insoumise face à une liste Rassemblement National. Quelle doit être la position des Républicains dans ce cas-là? Vous feriez quoi, vous? En ce qui me concerne, ni LFI, ni le Rassemblement National, ni un candidat de LFI, ni un candidat du Rassemblement National. Quitte à C'est ce que aussi donc simple la que France cela. Insoumise passe. Ce que peuvent vous reprocher certains à droite. Non mais attendez, je sais ce que j'entends aujourd'hui. Il n'y a rien de pire que la France insoumise, Xavier. Il faut que tu fasses évoluer ta position. Non, parce qu'à ceux qui pensent que, bien évidemment, il n'y a rien de pire. Je sais exactement quelle est la stratégie, le cynisme de M. Mélenchon, avec notamment, dernièrement, son discours sur le grand remplacement. Le grand remplacement des générations, dit-il. Oui, le grand C'est important remplacement de le des générations, mais ne nous y trompons pas. C'est aussi une logique pour lui de créer uniquement l'affrontement avec le Rassemblement national. Fracturer le pays, c'est ce qu'il provoque, c'est ce qu'il provoquerait davantage encore, mais il ne cherche pas à conquérir le pouvoir. Donc certains me disent, faut tout faire pour éviter les films. Si le Rassemblement national arrive un jour au pouvoir dans notre pays, et je m'y opposerai de toutes mes forces, vous savez ce qui se passera? Et là, on parle des municipales. Attendez, à la non, même échelle. mais tout est lié, vous le savez bien. Quand il fait ça, c'est pas le fait du hasard. Ce qui se passera, c'est qu'une fois que vous aurez le Rassemblement national, et tout le monde sait bien que quels que soient les talents, les compétences des uns, c'est pas quelqu'un qui n'a aucune expérience à 31 ans qui va pouvoir sortir notre pays de l'ornière. Après l'échec du Rassemblement national, quels sont les seuls qu'on n'aura pas essayé en France? C'est LFI. À ceux qui disent, faudrait le Rassemblement national pour éviter LFI, ils auront et le Rassemblement national et après LFI. C'est la raison pour laquelle je combats les dirigeants de ces deux formations extrêmes. Bruno. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Vous dites c'est pas quelqu'un de 31 ans qui peut devenir président de la République. Vous faites de l'âge vecteur d'inaptitude à la fonction présidentielle. Pour vous, Jordan Bardella peut en aucun cas à l'étoffe pour être président de la République en raison de son âge? C'est les Français qui jugeront. C'est moi-même qui ai sorti cet élément. Pourquoi? C'est pas une question de compétence. C'est pas une question de qualité. Moi-même, plus grande fille à 30 ans, je sais qu'elle est dynamisme. C'est une question d'expérience, bon sang. J'ai pas la même expérience aujourd'hui que je l'avais voilà 30 ans. Emmanuel Macron n'avait pas 40 ans quand il a été élu. Parce que vous le comparez. Et il n'avait pas d'expérience locale, par exemple, non plus. Et Gabriel Attal avait Non, 34 mais sur le critère de l'âge. Ah si, vous l'exercez. Alors écoutez, moi je peux d'autant plus le dire que je suis un opposant depuis toujours à Emmanuel Macron. Mais vous comparez quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience, M. Bardella, à quelqu'un qui a été secrétaire général de l'Élysée, Ministre de quelqu'un qui était ministre de l'économie. Non mais vous faites vous-même la comparaison alors qu'elle n'a aucun sens. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc encore une fois, quelqu'un qui n'a pas l'expérience avec l'importance des sujets qu'on a devant nous, l'importance des défis géopolitiques, le défi climatique, le défi du rapport au travail, le défi démographique. Comment vous voulez, quand vous n'avez pas cette expérience? C'est aussi simple que cela. C'est pas une question de compétence, c'est pas une question de talent, c'est pas une question de qualité. Vous prenez dans ces cas-là que l'expérience. Ça compte quand même. Mais je voudrais revenir quand même sur les municipales. Vous écartez quand même un peu vite la tentation quand même de beaucoup
de LR sur le terrain des municipales, dans l'entre-deux tours, de se raccrocher un peu au RN et aux autres formations issues de l'extrême droite, que ce soit l'UDR ou Reconquête, pour pouvoir sauver leur mairie. LR n'est quand même pas très en forme à quelques semaines du premier tour des municipales. Oui, on ne voit pas des scores florissants dans les sondages qui vous permettent d'écarter tout ça d'un revers de main. Attendez. Je ne méconnais pas la tentation de certains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis maintenant des mois, je dis à Bruno Retailleau, président des LR, qu'il est indispensable de clarifier la ligne politique et la stratégie. Est-ce qu'il a répondu à votre lettre ? Républicains. Je lui ai écrit d'ailleurs cette semaine encore, parce qu'il était question que je sois invité à m'exprimer devant leur commission chargée de déterminer la méthode pour le choix du candidat LR. Et en plus, je lui ai dit aussi une chose, un exemple très fort aujourd'hui de cette ambiguïté que vous évoquez, vous avez raison. M. Gomard, député européen LR, qui va à Nice et qui dit à Nice, il faut voter Éric Ciotti. Éric Ciotti, l'extrême droite. Et qu'est-ce que l'on attend très clairement pour prendre les mesures qui s'imposent par rapport à M. Gomard? Si il a envie d'Éric Ciotti à Nice, mais qu'il aille avec Éric Ciotti. À Nice, vous soutenez Christian Estrosi. Bah oui, évidemment. Et notamment Dominique Sassone-Estrosi, qui est sénatrice. C'est pas parce que c'est l'une de mes proches, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. J'aurais juste terminé de répondre. Qui a été investi, soutenu par LR, c'est elle que je choisis, bien évidemment. Xavier Bertrand, vous nous direz dans un instant qu'est-ce que vous demandez très concrètement à Bruno Retailleau et s'il vous a répondu ou pas. Vous restez avec nous sur BFM Politique avec Xavier Bertrand. Vous êtes bien sur BFM Politique, notre invité Xavier Bertrand, président Les Républicains de la région des Hauts-de-France. Dans un instant, on va revenir sur cette mise en garde à l'égard de Bruno Retailleau. Vous demandez une clarification de la ligne des Républicains, notamment à l'égard du Rassemblement national. Mais on parlait effectivement des élections municipales. Premier tour dans 5 semaines. Il y a une guerre des droites, notamment à Paris, où on voit un affrontement qui n'est plus à fleur et moucheté, très concrètement, entre Pierre-Yves Bournazel, qui est soutenu effectivement par Renaissance, qui est issu du parti Horizon d'Édouard Philippe, et Rachida Dati, qui elle est soutenue par les Républicains. Qu'est-ce qu'il doit faire à vos yeux? Est-ce que le combat de ces droites ne va pas finalement entraîner la victoire de la gauche? Attendez, Rachida Dati ne se trompe pas, hein. Elle est dans une logique, c'est la seule qui peut l'emporter à Paris et changer complètement la configuration de Paris et changer la vie des Parisiens. Bon, en ce qui concerne M. Bournazel, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'il préfère. Est-ce que c'est M. Grégoire ou est-ce que c'est Rachida Dati? La seule qui peut l'emporter, mais tout le monde le sait, c'est Rachida Dati. Donc, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Et je le dis clairement, Édouard Philippe, c'est le patron d'Horizon, c'est le patron de Pierre-Yves Bournazel. Au bout d'un moment, il faut qu'il dise très clairement les choses. Rachida Dati, ce n'est pas l'adversaire de Pierre-Yves Bournazel. Il faut qu'il dise quoi, Édouard Philippe? Il faut qu'il dise quoi, Édouard Philippe? Très sincèrement, je ne sais pas qui est l'adversaire de M. Bournazel et d'Édouard Philippe. C'est Rachida Dati ou c'est Emmanuel Grégoire? C'est clair pour moi. Certainement pas les socialistes vers qui il faut regarder ou qu'il faut faciliter l'élection. Il faut aider Rachida Dati. Mais est-ce qu'il a regardé Est-ce qu'il a regardé vers les socialistes, Pierre-Yves Bournazel, pour l'instant? Je vous dis, à partir du moment où on fait campagne en parlant davantage de Rachida Dati, à partir du moment où on laisse entendre que pourrait résister jusqu'au bout à toute tentation de s'allier, c'est clair quand même, attendez, on n'est pas des perdreaux de l'année autour de ce plateau, on connaît suffisamment la politique. Le choix, de toute façon, à Paris, ce sera simple. Est-ce que c'est Emmanuel Grégoire qui va continuer les années Hidalgo ou c'est Rachida Dati qui change fondamentalement les choses? Pour moi, les choses sont claires et je pense qu'elles devraient l'être également pour Pierre-Yves Bournazel. Il doit se retirer avant même le premier tour? Je ne vous ai pas dit ça, je vous dis tout simplement qu'il faut arrêter de faire campagne quasiment contre Rachida Dati et qu'il va falloir s'entendre au profit de celle qui peut l'emporter. Et un tout petit mot sur la campagne de Sarah Knafo qui fait beaucoup parler. Elle est quand même pas mal montée dans les sondages. Certains la jugent plus dangereuse quand ils ne sont pas d'accord avec ses idées que par exemple Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Quel regard vous portez sur elle? Mais c'est exactement la même chose, hein, vous savez. Éric Ciotti, Éric Zemmour, Sarah Knafo, M. Bardella, Mme Le Pen, c'est la même chose, c'est l'extrême droite. Justement, cette lettre que vous avez envoyée à Bruno Retailleau, on en a parlé juste avant la publicité, vous demandez une clarification de la ligne des Républicains. Première chose, est-ce que Bruno Retailleau vous a répondu? Toujours pas. Toujours pas, et notamment pour M. Gomard, c'était voilà maintenant plusieurs jours qu'il s'est exprimé en soutien à Éric Ciotti. Il est impératif que les Républicains disent très clairement
qu'il n'a plus rien à faire chez les Républicains. Mais vous savez, c'est le cas aussi de certains responsables chez nous. Si, quand ils viennent aux réunions LR, ils pensent RN, qu'ils y aillent au RN. C'est qui? Au moins, Au moins, ce sera plus clair. Vous pensez à qui? Tous ceux qui s'expriment notamment en disant que, allez, pas une voix pour la gauche. Ça veut dire quoi? Pensez à qui? Monsieur Bellamy? Bon, écoutez, Monsieur Bellamy, par exemple. Voilà. Je lui ai reproché, pas seulement sur un plateau, face à lui, un bureau politique, d'avoir voté une motion de censure à Ursula von der Leyen parce que Jordan Bardella l'avait demandé au Parlement européen. Quand on est dans une formation comme la nôtre, gaulliste, on va certainement pas prendre ses ordres chez les autres et encore moins à l'extrême droite. Voilà. On croit à nos idées, on croit à notre positionnement, on croit à nos valeurs, on croit à notre indépendance, alors on se bat pour cela. Et vous voyez, quand je parle de la clarification de la ligne, Bruno Retailleau est le président de notre parti. Président du parti, j'ai animé moi-même cette fonction. C'est pas une fonction comme les autres. Vous êtes le président de tous les adhérents, de tous les militants. Et vous devez aussi, parce que c'était la responsabilité qui lui était confiée, bien être au clair sur la ligne stratégique et politique. Pour moi, elle est très claire si l'on veut gagner à nouveau, ni LFI, ni RN, et ensuite de mettre notre mouvement politique en ordre de marche pour la présidentielle. C'était ça qui était demandé. Et sur ces deux points-là, aujourd'hui, on n'y est pas. Alors justement, dans le détail, 2 points. Pour parler sans langue de bois, ça veut dire quoi? Vous accusez Bruno Retailleau de compromission avec l'extrême droite? Est-ce que je vous ai dit ça? Vous demandez une clarification, ça veut dire qu'à vos yeux, c'est pas très clair. Mais arrêtez de faire des procès d'intention. Moi, je fais pas de la politique en faisant des procès d'intention. Je fais de la politique avec mes convictions et je demande tout simplement que les gens fassent exactement ce qui leur était demandé. Voilà. Oui, mais vous avez un doute, de toute évidence, sinon vous ne demanderiez pas une clarification. Justement, quand j'entends notamment que Bruno Retailleau dit pas une voix pour la gauche dans une élection législative et qu'au final, on a l'élection... donc c'est qu'il penche quand même, à vos yeux, il regarde avec des yeux doux le Rassemblement national. Il doit être clair. Et c'est impératif. Regardez ce qui s'est passé en Haute-Savoie. Une circonscription, si je ne me trompe pas, depuis le début de la Ve République, c'est notre famille politique qui était élue. Et là, on s'est fait quand même disqualifier et c'est l'extrême droite de M. Ciotti qui l'emporte. Non mais c'est quand même dingue, quand est-ce qu'on va se réveiller? Et donc aujourd'hui, on est en train de nous dire, ouais mais la priorité c'est de choisir le mode de désignation du candidat à la présidentielle pour LR. Non, la priorité c'est de savoir quelle ligne politique d'indépendance on est capable d'avoir. Ici même, Bruno Retailleau nous a dit qu'à ses yeux, le RN fait partie de l'arc républicain, contrairement à LFI. Est-ce qu'à vos yeux, le RN fait partie de l'arc républicain? Écoutez, l'arc républicain, pour moi, c'est la conception de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité. C'est pas chercher des boucs émissaires comme le font Monsieur Mélenchon, Monsieur Bardella, Madame Le Pen. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas ma conception, la façon de faire de la politique. Moi, quand je fais de la politique, c'est pour essayer de trouver des solutions pour les Français, aux problèmes des Français, aux problèmes de mon pays. Vous savez, dire la vérité, c'est pas si simple pour certains politiques. Trouver des solutions, c'est pas si simple. Moi, c'est mon ADN. Donc oui ou non, le RN dans l'arc républicain, comme le dit Bruno Retailleau? Bon, vous me dites quelle réponse vous voulez. Non, mais monsieur Bertrand... Je viens de vous dire que j'ai pas la même conception que monsieur Mélenchon, que monsieur Bardella, que madame Le Pen, ça, on a de compris. l'action politique. Mais ce que je comprends moins, c'est depuis quelques minutes, là, on parle de votre parti, les Républicains, on parle donc aussi de son dirigeant, celui qui a été élu avec trois quarts des suffrages des militants, que j'ai soutenu. Bruno Retailleau, que vous aviez soutenu. Et on a l'impression, que vous doutez de la ligne politique imposée par Bruno Retailleau, et donc vous doutez lui-même de lui par rapport au RN. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Bruno Retailleau? Est-ce que vous soutiendrez sa candidature à la présidentielle? Est-ce qu'il n'est pas le candidat naturel de votre formation politique? Finalement, chez les gaullistes, ça fonctionnait comme ça avant. Il y avait un chef et on était derrière le chef. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, j'ai bien vu, j'ai bien entendu. Deux préalables. La ligne politique et stratégique. Et deuxièmement, mettre notre parti en ordre de marche. Est-ce que c'est le cas? Non. Voilà les préalables. Si Bruno Retailleau veut être candidat à l'élection présidentielle, c'est son droit. Il n'est pas moins légitime qu'un autre. Mais si les candidats, avant même que ces deux préalables soient respectés, c'est une faute. Parce que ce qui lui a été demandé, à l'époque, c'est de mettre le parti en ordre de marche. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il suffit de voir le dernier résultat des élections. Et quand vous me dites, est-ce qu'il y a un doute... C'est pas une partielle qui décide. Auparavant, il avait gagné aussi beaucoup de partiels. Les LR avaient gagné beaucoup de partiels il y a quelques mois encore. Vous pouvez vous faire l'avocat de qui vous voulez. Le problème, il n'est pas là.
Monsieur Gomard va à Nice et il soutient Député le candidat européen. d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on attend pour tout simplement prendre les mesures qui s'imposent? C'est ça la clarté. À force qu'il n'y ait plus de clarté, à force que chacun en prenne à son aise avec les règles. Et après, on voudrait qu'il y ait de l'autorité dans notre pays. Quand à la tête d'un parti, on ne fait pas preuve de l'autorité nécessaire en disant à quelqu'un « t'es pas d'accord ». Tu es pour le Rassemblement national ou pour Monsieur Ciotti, dans ces cas-là, c'est dehors. C'est simple. Est-ce que Vous savez, pouvez être il faut quand même plus des clair, choses assez Xavier simples. Bah justement, pour être plus simple et plus clair, est-ce que Bruno Retailleau est ou pas le candidat naturel aujourd'hui de la droite? Je viens de vous dire à l'instant. Je viens de vous le dire. Oui, mais alors admettons qu'il ses prérequis soient satisfaits. Est-ce qu'il est en position aujourd'hui d'être le candidat pour vous de la droite à Il n'est l'élection pas moins présidentielle? légitime qu'un autre. S'il a envie de se présenter, je ne vois pas Mais pourquoi pas plus non il plus. pourrait l'être. Moi, je souhaite porter candidat. Je me prépare à cette élection présidentielle parce que je pense qu'un candidat qui sera purement les Républicains ne pourra pas l'emporter. Si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas capable de rassembler au-delà de votre Mais famille. vous voyez à quel point, pardon Xavier Faut Bertrand, que je puisse aujourd'hui terminer. la droite évolue. Il y a une immense réflexion avec notamment aussi ce nouveau positionnement de Nicolas Sarkozy. Ça a quand même bougé les lignes. Qui dit par exemple que Jordan Bardella, ça le fait penser à Chirac des années 90, Et puis quoi encore? du RPR. C'est-à-dire c'est Allez-y, une bon, dérive d'accord. de Nicolas Sarkozy. Et puis quoi encore? Non mais, M. Bardella, M. Chirac, alors qu'à l'époque, il faisait la queue pour pouvoir aller saluer Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui avait été battu par Jacques Chirac. Famille politique présidée par Jacques Chirac, elle a toujours refusé les compromissions avec les extrêmes et avec l'extrême droite. Et cette idée-là, cet idéal-là, pour moi, il est toujours là. Il est toujours présent. La droite doit être forte, elle doit être fière d'elle-même et rendre de la fierté aux Français. Elle ne doit pas aller chercher à faire le marchepied de l'extrême droite. C'est pas ça l'histoire de notre famille politique. Tant qu'on aura des questions là-dessus, tant qu'on regardera un petit peu comme ça à l'extrême droite en disant « Allez, peut-être qu'on pourrait leur apporter la compétence, tout ça », c'est la mort. C'est la mort des idées que nous portons, la mort de ce que nous avons toujours incarné. Et je suis désolé, encore une fois, il ne faut pas céder à la facilité. Regardez, vous parlez de l'union des droites. L'union des droites, ça n'existe pas. C'est l'union de la droite avec l'extrême droite et la droite républicaine qui disparaît tout simplement pour se mettre au service de l'extrême droite. On parle aujourd'hui de primaire, mais il y en a beaucoup avec cette primaire qui cherche à se faire un nom et pouvoir devenir ministre, même si c'est avec l'extrême droite. Parce qu'il faut bien qu'on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se jouer. Il y a des sondages qui sont impressionnants pour l'extrême droite. Et beaucoup se disent c'est plié, c'est fait. C'est eux, c'est leur tour. Mais bien sûr que non, c'est pas leur tour. En 2015, quand j'étais candidat aux élections régionales dans ma région des Hauts-de-France, c'était Madame Le Pen qui devait l'emporter. Circuler, il n'y a rien à voir, comme disait Félix Séguin. C'est écrit, elle va l'emporter. Elle ne l'a pas emporté. Et elle ne l'a pas emporté 6 ans après. Pourquoi? Parce que les électeurs du Rassemblement national sont des gens qui ont été trahis, déçus. Et quand ils voient aujourd'hui la droite qui va courir après l'extrême droite ou une partie de la droite qui va courir, mais ils n'ont que mépris pour ces gens-là. Oui, mais il faut être soi-même en politique. En même temps, Xavier Bertrand... Après, ça plaît ou ça plaît pas. Et il faut proposer non seulement de dire on ne s'alliera pas avec eux, mais aussi susciter de l'espoir. Xavier Faire Bertrand, rempart n'est pas un projet. C'est l'espoir qui fait clairement la différence. Vous évoquiez Marine Le Pen. Mais M. Bardella, qui ressemble à M. Chirac, jamais de la vie. Vous évoquiez Marine Le Pen. Les réquisitions ont eu lieu cette semaine dans le procès en appel. 4 ans de prison, dont 1 ferme, 5 ans d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire requis. Est-ce que vous préféreriez, dans le fond, qu'elle puisse se présenter et la battre dans les urnes? Mais c'est la même chose, M. Bardella et Mme Le Pen. C'est exactement la même chose. Tiens, par contre, vous venez de parler du jugement. Bon, on va attendre la décision du tribunal. Et ça montre qu'il n'y avait pas de complot. Hein. Parce qu'on rappelait en première instance des menaces contre les magistrats, la mise en cause de l'institution judiciaire avec une évolution de la défense de Mme Le Pen. Ça montre bien, encore une fois, c'est que on n'a pas le droit dans notre pays de s'attaquer aux institutions et de s'attaquer à une institution comme la justice. Vous savez, il y a déjà dans notre pays aujourd'hui des piliers de la démocratie, le respect de la loi, beaucoup trop de Français qui ne respectent pas la loi, le consentement à l'impôt, où très clairement aujourd'hui, il y a trop d'impôts, ce qui fait que ce consentement à l'impôt vacille. Il y a la mise en cause des institutions judiciaires, il y a la mise en cause du Conseil constitutionnel, il y a la mise en cause, pardonnez-moi au nom du pluralisme, de l'audiovisuel public, même s'il doit se réformer. On est en train aujourd'hui
de faire vaciller des piliers de la démocratie et on laisse faire. En même temps, pas moi. En même temps, Xavier Bertrand, les procureurs généraux eux-mêmes, dans leur réquisition, ont admis que l'exécution provisoire était peut-être disproportionnée puisqu'ils n'ont pas repris à leur compte dans les réquisitions en appel. Donc ça veut dire quand même. Moi, je crois quand même qu'on peut avoir un avis c'est normal, vous êtes journaliste. Sur la décision qui a été prise en première instance. Et ça avait provoqué des critiques. Moi, je suis un acteur politique. Oui, mais vous êtes un candidat à cette élection présidentielle, et moi, je ne remets pas en cause les institutions. Vous êtes homme politique, voilà. Mais enfin, on a bien vu que la question de l'exécution provisoire, s'agissant qui est revenue sur la place publique après la condamnation de Marine Le Pen en première instance, elle n'a pas été reprise à leur compte par les avocats généraux en appel. Les magistrats. Tout ça pour dire, monsieur Bertrand, vous dites c'est pareil. Mais il n'y en a pas un qui vous inquiète plus qu'un autre ou qui serait plus facile à battre ou plus dur à battre entre M. Le Pen et Madame Le Pen et M. Bardella? Parce qu'on en sera arrivé à un point où il faut chercher ce qui est le plus facile. Encore une fois. Mais c'est la fin de la politique telle que je la conçois, tout ça. Les petites niches électorales, lequel est le plus facile. Mais au bout d'un moment, bon sang, vous êtes comme vous êtes, avec votre expérience, avec vos projets, et les Français se font leur opinion. Est-ce que les choses changeront avec lui Donald Trump n'a jamais été mon modèle. C'est ce que jure aujourd'hui Jordan Bardella. Ça a changé, hein. Ça a changé. Ça a toujours été le cas, qu'il a toujours été sur cette ligne. Il n'y a pas que les girouettes qui changent alors. Vous vous rappelez pas un peu de la fascination d'une partie d'ailleurs de la classe politique et puis du Rassemblement national pour M. Le Pen? Vous savez pourquoi? Pour M. Trump, lapsus. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça semblait plaire aux Français. Trump, ça plaisait aux Français qui savaient prendre des décisions. Ça va plaire aux Américains, ça va plaire aux Français. Il paraît qu'on suit toujours les modes américaines. Et puis quoi encore? Mais là, aujourd'hui, maintenant que M. Trump est moins populaire et puis qu'on s'aperçoit qu'il n'hésite pas à s'essuyer les pieds sur nombre de ses alliés, il change d'avis. Parce que je vous parlais tout à l'heure du rapport à la vérité. Les dirigeants du Rassemblement national cherchent toujours à coller à l'état de l'opinion. Regardez bien, dès qu'il y a un sujet très difficile, très sensible, ils ne prennent pas position tout de suite. Et maintenant que les sondages changent, la position du Rassemblement national change. Je vous le disais tout à l'heure, dire la vérité, ça peut coûter. Mais il faut l'assumer de dire la vérité. Avoir le courage de prendre les décisions, de dire ce que l'on pense. Je fais depuis le début de cette émission, même si parfois il faut vous montrer que je ne varie pas en fonction des circonstances ou des questions. Ça peut coûter, je l'assume. On est dans des moments où les vents sont contraires, il y a beaucoup de tempêtes géopolitiques ou autres. Il faut toujours écouter, mais ne pas trembler. Xavier Bertrand, c'est ça la différence. 2 questions courtes, 2 réponses courtes. On le disait, vous nous avez redit, je ne suis pas là ce matin pour formaliser une candidature à l'élection présidentielle. Quand est-ce que vous annoncerez votre décision? Le moment n'est pas venu. Une primaire, Gérald Darmanin dit, c'est que vous en avez été un proche, il est aujourd'hui au gouvernement, il dit il faut une primaire, il faut un seul candidat de ce bloc central, y compris de ceux qui sont au gouvernement jusqu'aux Républicains. Est-ce que c'est la seule solution aussi à vos yeux? J'ai rien compris à ce que serait cette primaire et je ne dois pas être le seul. Vous excluez d'y participer? Non mais attendez. C'est quoi cette primaire? C'est quoi le processus de désignation des Républicains? C'est quoi? Vous savez, moi pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas déterminé la ligne politique. Si par exemple vous allez dans une primaire avec des gens qui ne pensent pas comme vous et qui sont prêts à s'allier, notamment avec des représentants de l'extrême droite, ça veut dire que celui qui perd la primaire, il est prêt à suivre ce mouvement. Mais jamais de la vie. Et puis, est-ce que vous êtes sûr, ceux qui veulent d'une primaire jusqu'à Mme Knafo, Mme Knafo, elle va venir coller les affiches de celui qui aura gagné. Comment on fait pour choisir entre Attal, Retailleau, Philippe, peut-être vous, qui c'est qui dit que c'est le meilleur à la fin? Bon, déjà, la première des choses, on est 15 mois avant l'élection présidentielle, si je me trompe pas. C'est assez proche, hein? Oui. 15 mois avant, le général de Gaulle n'était pas en ballottage. 15 mois avant, Valéry Giscard d'Estaing a été réélu facilement. 15 mois avant, Édouard Balladur était président de la République. Et 15 mois avant, Emmanuel Macron n'était même pas testé dans les sondages. Même pas. Oui, mais donc, alors je sais qu'il y a toujours une impatience et journalistique et politique, mais les Français, c'est pas ça. Les Français, c'est là, dans les 12 mois qui viennent, est-ce que ma vie s'améliore ou pas? On en a peu parlé tout à l'heure. Vous avez vu cette enquête? 77% des Français estiment aujourd'hui que leur travail n'est pas assez payé. 77%. Moi, dans ma région, si j'aide les gens qui travaillent, mais concrètement, financièrement, notamment pour la garde d'enfants, pour le transport, pour que les enfants puissent justement se payer leur permis de conduire, c'est parce que moi, je l'entends. Et c'est aussi pour ça que je suis candidat à cette élection présidentielle, c'est pour changer, pas seulement dans ma région avec 6 millions d'habitants, mais changer pour l'ensemble de mon pays. C'est ça, vous allez me faire bondir encore, mais c'est pour ça que je suis candidat à cette élection présidentielle. Bon, ça y est, vous l'avez dit.
Non, mais Xavier Attendez, Bertrand. on est sérieux, là, Allez, à midi, la Bruno. seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir, il va le dire, il va bien le dire, il va pas... Non. Non, mais Xavier Bertrand, En fait, une émission qui est politique, je sais bien. Au-delà mais on est quand même là-dessus. de votre cas, la question du mode de désignation d'un candidat dans ce périmètre du bloc central est quand même déterminante. Non. Elle crée de l'inquiétude. Vous voulez comparer les situations, vous voulez comparer la situation de 2015 ou 2016, la situation de 65, mais ce n'était pas pareil. Vous n'aviez pas un Rassemblement national qui pointait à 37% au premier tour. 37% au premier tour qui laisse très très loin les autres candidats. Donc vous pouvez imaginer que peut-être certains de vos électeurs, les électeurs de droite se disent mais comment ils vont faire, diable? Comment ils vont s'entendre? Ils vont se laisser couler. 2015, c'est la préhistoire ou pas? Non, c'est pas la préhistoire. Okay. Madame Le Pen a viré en tête au premier tour des élections régionales à 41% des voix. Elle l'a emporté? Non. Parce que la politique, c'est une part d'arithmétique, c'est une question de dynamique. Mais la question de la dynamique, c'est est-ce qu'on dit la vérité aux Français, ce qu'ils estiment qu'on aura le courage de faire, et est-ce qu'on a un projet qui est capable mais en 2022, de nature. Xavier Bertrand, je veux juste terminer. Vous pensiez être le mieux placé pour battre le Rassemblement national et vous n'avez pas passé l'étape de la primaire? Non, pardon. À l'époque, pour battre Emmanuel Macron. Donc, j'ai fait des erreurs en 2021, vous inquiétez pas, je vais pas les refaire, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'apport de l'expérience. C'est une émission qui a été très politique, très politicienne, pas mal politicarde, mais je voudrais juste dire une chose. Je suis certainement responsable aussi, en répondant à vos questions, mais une chose est certaine. L'an prochain, qui sera capable d'apaiser le pays, de rassembler les Français et de redonner de l'espoir, de remettre notre pays sur la vraie trajectoire, et que les Français retrouvent. Ce sera la réconciliation, le thème de cette campagne présidentielle à vos yeux? Pas seulement, parce qu'en 15 mois, il peut aussi se passer des choses. L'environnement international jouera. Est-ce que la France est un pays de seconde zone ou pas? Le discours du président de la République, notamment à Davos, j'en suis intimement convaincu, mobilise les Européens, et je pense qu'il faut aller plus loin. Vous le trouvez... Le discours aussi à Davos du Premier ministre canadien McCartney qui dit entre l'ONU qui commence de plus en plus à ressembler à la Société des Nations, qui n'a plus l'autorité nécessaire, qui est capable de mettre à la tête de comités de défense des droits de l'homme à un moment donné des dirigeants iraniens, non mais n'importe quoi, quand on voit le drame iranien aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui que l'Union européenne a besoin de se mobiliser, j'étais à Varsovie avant-hier et je vois justement que les Polonais ont été comme des lanceurs d'alerte, qu'on n'a pas suffisamment écouté, et là aujourd'hui il faut bien prendre conscience de la menace russe. Je pense que ça vaut la peine, surtout après que ce Conseil de la paix ridicule de M. Trump, où il faut faire un chèque d'1 milliard pour y participer, il faut qu'on s'entende. Mais vous avez souvent... Et cette initiative entre des Européens, et notamment ce que propose M. Carnet, ça a vraiment du sens. Vous avez souvent été sévère avec Emmanuel Macron, vous ne l'avez pas ménagé. Est-ce que sur l'international, vous diriez qu'il est à la hauteur de sa fonction? Le discours de Davos, c'était important, oui. Pour vous, c'est un des discours marquants du président. Vous diriez ça depuis le début du second mandat? Je pense, oui. Je pense que l'autre jour, ça a eu aussi un effet, et on le voit bien, c'est que ce soit la coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine, parce qu'on ne peut pas avoir en Ukraine une paix qui soit imposée par M. Trump aux conditions de M. Poutine, et où derrière, il ne faut pas se raconter d'histoire, la reconstruction de l'Ukraine sera payée par l'Europe et pour les entreprises américaines. Mais comment il faut aussi clairement qu'on soit lucide sur ces questions-là. Comment on apaise au niveau international, Xavier Bertrand, face à Trump qui a fait de la brutalité un instrument de politique étrangère? Bon, déjà, M. Trump dit cela, on voit quand même qu'aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même histoire. Pas dire que les Américains le soutiennent massivement, loin de là. Je viens de vous proposer une initiative. L'initiative à la fois des Européens et aussi de la voie qui est proposée par M. Carnet. Parce que ça, je pense que c'est une autre voie, je vous le dis, entre l'ONU qui aujourd'hui est décrédibilisée et le Conseil de la paix de M. Trump. Il y a autre chose à proposer. Et pour ne pas avoir à choisir entre des options qui ne vous plaisent pas, et si vous restez fidèle à l'indépendance qui est la nôtre, qui est celle aussi de mon engagement gaulliste, il faut une autre issue, une autre voie. Celle-ci en est une intéressante à creuser. Merci beaucoup, Merci à vous. Xavier Bertrand, d'avoir été notre invité ce matin.